Hey, Bonjour, bonjour, bonjour Luce, bonjour Josiane que je ne veux. Non, je vois Josiane, je vois pas Luce. Alors hello. la voilà. Bonjour. Alors bonjour tout le monde. J'ose espérer que vous nous voyez. Membres de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno, des environs, membres de la Chambre de la CCIVR, bienvenue. On s'excuse pour ce délai. La technologie, en ce temps de crise, on est tous en train de l'apprivoiser. Comme on n'est pas dans un studio de Radio-Can ou de TVA, ben on y va avec les moyens du bord. Alors aujourd'hui, à l'événement, tout ce que vous voulez savoir sur le PACME, je fais ça en collaboration avec Julie Larochelle, directrice générale de la CCIVR, Luce Mercier et Josiane Salvaille, qui sont conseillères aux entreprises du Centre local d'emploi de la Vallée du Richelieu. Alors, le format, ce sera une brève présentation du PACME et surtout vous donner la parole pour répondre à vos questions. Alors, Julie, je te cède la parole pour un petit mot de bienvenue. Un petit mot de bienvenue, tout simplement. Écoute, je veux juste dire, souligner cette initiative-là que tu avais lancée, Marcel. Et puis, c'est moi qui ai dit que ça serait intéressant pour notre gang aussi, à notre chambre, qu'on puisse participer. Et comme on est un petit peu habitué à faire des Facebook Live, visiblement, aujourd'hui, on a eu un petit peu plus de difficultés que d'habitude, mais on s'était dit que ça serait une bonne idée, donc, de le faire conjointement. Il y a déjà du monde qui n'ont pas posé de questions, mais qui nous salue. Alors, Marilyn Gerbeau, bonjour. Sylvain Lapointe, bonjour à tous. Tout au long de nos échanges comme ça, on va essayer, toi et moi, Marcel, de poser les questions que vous nous envoyez. Alors, soyez généreux, posez-nous-en. On est chanceux, on a deux formidables personnes pour y répondre en notre compagnie. Donc, sans plus attendre, c'est Luce Mercier qui a proposé de prendre parole en premier. Oui, je vais initier cette brève présentation, vous l'avez dit. En fait, l'idée, c'est de se mettre tous au même diapason sur le programme, le très populaire programme, faut le dire, n'est-ce pas, Josiane? Donc, programme d'action concertée pour le maintien en emploi, PACME, PACME, peu importe, on parle de la même chose. En fait, ça a été mis sur pied très récemment, vous le savez, là, en collaboration avec la CPMT. C'est une initiative là, du gouvernement québécois. L'idée, c'est d'offrir un soutien financier là, pour favoriser la formation ou encore l'implantation ou l'amélioration de meilleures pratiques en gestion des ressources humaines. Ce programme dispose actuellement d'un budget de 100 millions réparti en 2 volets. Nous, on va s'attarder principalement aujourd'hui, quoique ça n'exclut pas des questions à propos des promoteurs collectifs. Bref, on va s'attarder davantage au volet entreprise. La durée du programme, en fait, ça débutait le 15 mars, ça se terminera le 30 septembre prochain. Les objectifs principaux, là, c'est évidemment de maintenir en lien, le lien d'emploi, en fait, avec les employés pour les entreprises qui ont envie de profiter de cette période probablement d'accalmie pour soit se préparer à la reprise des activités, soit penser à une diversification, en fait, se remettre en selle, donc profiter donc de cette pause pour diffuser de la formation ou encore revoir certains outils et profiter d'un accompagnement. On veut aussi soutenir les travailleurs autonomes. On va en parler un petit peu plus tard des modalités aussi. Et il y a le volet collectif là, qui, eux, s'attardent davantage aux entreprises des secteurs d'activité essentiels. Le personnel visé, en fait, ce serait plus rapide de dire qui n'est pas visé, mais c'est ça, c'est soit les personnes qui sont nouvellement embauchées, soit suite à la réembauche, en fait, voyons, est-ce que je vais le dire, la mise à pied temporaire, c'est ce que je veux dire, ou encore à la suite du programme de subvention salariale, salariés, gestionnaires, enfin. Les entreprises visées aussi, il y en a c'est un large éventail, mais c'est tout le monde dont les activités ont été touchées par la pandémie. Quelques exceptions, mais c'est mineur, on pourra en parler aussi. Modalité de formation admissible, en fait,
Ceux qui connaissent là, Emploi Québec, vous savez sans doute là, qu'on préférait de loin le présentiel, en ligne bien sûr ou à distance, mais là, on renverse la vapeur évidemment à cause des mesures sanitaires actuelles. Donc, on va favoriser la formation en ligne à distance et en présentiel, là, tout en s'assurant ou en demandant l'assurance que les consignes sanitaires seront respectées. Dans les activités admissibles, là aussi, on a l'interprétation assez généreuse. Donc, formation de base, francisation, nouvelles compétences numériques qui sont rendues nécessaires là, à cause du contexte actuel. Qui sont aussi rendues nécessaires à cause de la reprise des activités ou, comme je le disais tantôt, la diversification. Des adaptations nécessaires suite aux mesures sanitaires ou à cause de la COVID. Vous voyez là comment c'est large. On précise ici toutefois qu'il est même rendu admissible des choses qui ne le sont pas habituellement. Et là, je fais allusion là, soit de la formation préconisée par les ordres professionnels. Habituellement, on n'y est pas. On n'est pas habituellement non plus dans la formation obligatoire liée à une loi ou à une obligation là, de l'employeur. Mais là, dans le cadre du PACME, ça y est, nous y sommes. Donc, oui, Josiane? Oui, bien c'est ça. Moi, je vais enchaîner parce qu'on a un volet formation là, pour les entreprises, mais il y a aussi un volet concertation pour l'emploi où là, ce sont plus des activités vraiment liées à du coaching pour les gestionnaires, le personnel là, de direction. On a aussi la possibilité d'avoir accès là, à un diagnostic pas seulement pour les fonctions ressources humaines de l'entreprise, mais aussi pour l'ensemble des fonctions de l'entreprise qui devraient aussi se positionner et se préparer là, à la reprise des activités. Et tout ce qui est outils, gestion des ressources humaines doivent être développés, que ce soit des politiques de télétravail, des consignes quand les employés vont revenir, là, donc tout ce qui est consignes de respect des mesures. C'est ça, puis des conditions sanitaires là, demandées par la santé publique. Donc, il y a des méthodes de travail qui vont être appelées à changer. Planification aussi de la main-d'œuvre pour la reprise des activités. Ce sont des possibilités là, où vous pouvez demander l'aide d'un consultant pour vous accompagner là, dans ces volets-là. Donc, tout ça, là, c'est financé à 100% dans le cadre du PACME. Avec des honoraires professionnels là, d'un maximum là, de 150 $ de l'heure. Dans les dépenses admissibles, là, se parler de la formation. Donc, la formation, là aussi, on finance des activités de formation. Les salaires des travailleurs peuvent être financés jusqu'à 100%, jusqu'à un maximum de 25 $ de l'heure. Évidemment, il y a plein de belles mesures là, qui ont été mises sur pied là, par plusieurs instances. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va harmoniser aussi l'aide financière d'Emploi Québec avec les différentes mesures fédérales là, de subvention salariale. Là. Donc, voilà. Donc, si une entreprise est admissible à une subvention de 75 %. À ce moment-là, il faut comprendre qu'Emploi Québec, c'est le 25 % là, des salaires là, qu'on va pouvoir subventionner dans le cadre de formation. Puis ça, là, ce que tu viens de dire, Josiane, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ça bouge tout le temps. Ça, c'est une nouvelle donne qu'on a, là, qui est tout à fait logique. Là. Vous allez vous occuper justement de faire l'harmonisation. Oui. Parce que ça va arrêter cette aide-là gouvernementale. C'est ça. Tout dépendant évidemment, là, du moment où les activités de formation auront lieu. Il se peut qu'un mois, une entreprise soit admissible là, à l'aide financière de 75 %, mais le mois d'après, il y a d'autres où les activités se poursuivent. Donc, à ce moment-là, c'est certain là, qu'il y a un travail là, d'harmonisation qui va être fait là, par les conseillers. Donc, si je comprends bien, Josiane, ça veut dire que lorsque les entreprises font leur demande, ils font la demande standard et vous allez gérer, on met le maximum des salaires
des employés qui participent, vous allez gérer, à réserver une enveloppe budgétaire? On va réserver l'enveloppe budgétaire. Évidemment, je pense que c'est depuis lundi là, que les entreprises peuvent faire leurs demandes là, pour les subventions fédérales. Donc, au fur et à mesure aussi, on va avancer dans nos demandes. Il y a certaines entreprises qui auront déjà peut-être eu là, leur réponse là, quant à l'admissibilité là, à la subvention fédérale. Donc, c'est bien expliqué avec chaque entreprise à qui on parle là, de nos attentes. Puis, c'est pas un frein non plus s'ils n'ont pas encore leur réponse à présenter là, une demande dans le cadre du PACME. J'ai une question justement. En fait, ça serait bien si on pouvait mettre dans les commentaires le numéro de téléphone avec le numéro de poste hein, où on peut vous contacter, puis vous répondez rapidement pour le dire, vous êtes efficace. C'est quoi le numéro? Pardon? C'est quoi le numéro que... En fait, depuis la semaine passée, ce que j'aimerais mentionner, c'est que via le québec.ca, il y a un formulaire qui est en ligne parce que, ici, on parle peut-être à des entreprises qui viennent de beaucoup de villes en Montérégie. Donc, c'est sûr que via le québec.ca, ils ont mis en ligne là, un formulaire qui est distribué au bon centre local d'emploi là, en fonction là, de la ville de l'entreprise. Donc, nous, au local, aussitôt que ça rentre là, dans une boîte courriel, il y a à l'intérieur là, de 48 à 72 heures, il y a un premier téléphone qui est fait par une agence aux entreprises là, qui donne les grandes lignes. Qu'est-ce que ça prend pour présenter une demande et les coordonnées qui sont conseillées, parce qu'il faut savoir qu'on est 6. Donc, c'est difficile de départager le territoire. Par contre, là, notre collègue Annie là, fait un bon boulot de ce côté-là. Puis chaque entreprise là, va pouvoir, après ça, là, communiquer avec son conseiller aux entreprises. Donc, moi, je pense, je ne sais pas si Luce est d'accord, là, mais que le québec.ca, là, c'est la porte d'entrée vraiment la plus simple. Puis il y a un petit formulaire aussi qui donne les grandes lignes de l'entreprise. En effet. Oui. Marcel, il y a une question, peux-tu la poser? Tu les vois, toi aussi, les questions qui entrent? Oui, je les vois aussi. On a une question à savoir que si, par exemple, un diagnostic sur les opérations de l'entreprise qui inclurait une planification stratégique pour réorienter la mission, considérer les RH nécessaires, puis consolider la position concurrentielle pour être prêt pour la relance, est-ce que ça, c'est admissible? Je répète? Non. C'est bon? Non, on a besoin de répéter. Moi, j'ai le bonheur de l'avoir par écrit. Tu peux y aller. Tu peux y aller, là. En fait, tu l'évoquais, Josiane, en effet, c'est le genre d'activité qui serait admis là, dans le cadre du PACME. D'accord. Pour le bénéfice de certains, vu qu'on a commencé en retard, je vais représenter. Alors, on a Josiane Salvaille et Luce Mercier, qui sont tous les deux conseillères aux entreprises du CLE de la Vallée du Richelieu. Alors, pour que nos interlocuteurs, nos internautes sachent qui s'adresse à eux. On parlait tantôt de formulaire. J'ai une petite question. Évidemment, pour plusieurs petites entreprises, c'est pas tous les jours qu'on remplit les formulaires pour aller chercher des subventions. Est-ce qu'il y a une flexibilité de la part des conseillers et des conseillères pour dire, OK, c'est peut-être pas dans notre langage habituel, c'est dit dans les mots de l'entrepreneur, de la femme d'affaires, pour que ça passe facilement? Je dirais, moi, personnellement, le formulaire qu'on demande, c'est pas un document qui est fastidieux à compléter. Hein, c'est vraiment pour nous donner aussi les informations nominales de l'entreprise, NEQ, nom d'entreprise, secteur d'activité, parce qu'on ne les connaît, on ne vous connaît pas tous. Donc, ça nous donne des grandes lignes. Après ça, c'est vraiment aussi de joindre soit les offres de services, plans de formation, liste d'employés ou en tout cas pouvoir nous donner un aperçu des employés qui vont être visés là, par si c'est de la formation. Donc, puis après ça, on a quand même des outils là, qui
qui aident là, à présenter là, une demande là, qui ont été élaborées. Je ne sais pas si Luce, ça fait quelque chose à ajouter. Là, mais... Ben, si ce n'est qu'on a profité de l'occasion, évidemment, pour épurer, retrancher les informations non nécessaires, parce qu'il faut savoir que les piles s'élèvent rapidement, donc on a tout à gagner là, de part et d'autre à faire ça le plus simplement possible. Toutefois, comme il s'agit, évidemment, vous le savez bien, de deniers publics, ben, il y a évidemment là, une rigueur dans les éléments qui sont accordés et pour ça, ça nous prend aussi un petit peu de matière autour de ça, si je peux dire. Fait qu'on se restreint à ça. Quant à la souplesse, Marcel, aussi, peut-être qu'on pourrait ajouter que, tu sais, à la limite, si c'est pas notre formulaire qui est rempli, mais que l'information dont on a besoin dans le formulaire y est, ça, pour vrai, je pense que tous les conseillers en Montérégie et dans bien grand, probablement, là, ont cette souplesse-là, il n'y a pas de souci. Je veux juste revenir sur l'histoire du numéro de téléphone. Je sais que vous voulez vraiment rediriger les gens vers québec.ca, mais il y a quelqu'un quand même qui nous écrit. J'ai été sur québec.ca, j'ai même appelé pour trouver où m'adresser, on m'a transféré à plusieurs fois, j'ai pas eu de réponse. Alors, elle aimerait pouvoir l'avoir, le numéro de téléphone. Est-ce que vous le donnez quand même? Est-ce que je peux me permettre de le... Oui, on a un poste où on a un point de chute, là, qui est, c'est certain que ça va être une boîte vocale, mais les messages sont pris à tous les jours. Donc, en fait, c'est le 450-467-9400 et c'est au poste 228. Parfait, merci. Alors ça, c'est le triage. Oui, il y a un premier traitement là, qui est fait là, par une collègue là, qui nous donne un très bon coup de main de ce côté-là parce que, ben, c'est ça, nous, on se concentre plus sur l'analyse des demandes, de contact avec l'entreprise pour comprendre aussi la situation. Là. J'ajouterais que ce numéro est bon pour les entreprises sur la vallée du Richelieu. Il y a les collègues dans l'agglo où, évidemment, il se peut qu'on vous redirige là, vers les collègues de l'agglo pour la municipalité de Saint-Bruno, notamment. Ouais. Un bon point. Et donc, ce serait le bureau de Brossard. Oui. Oui. Est-ce que vous avez le numéro de Brossard qu'on pourrait l'afficher aussi pour simplifier la vie de ces gens de Saint-Bruno et de l'agglo qui sont peut-être à l'écoute? Je me souviens du numéro de poste, mais je vous trouve le numéro à l'instant. Pas de problème. J'en profite pour poser une question que je trouve fort pertinente. Quand on parle de formation, le premier réflexe, c'est de dire, OK, on va à l'externe, mais si nos formateurs sont à l'interne, parce que j'ai une personne qui détient une expertise, mais j'ai besoin de faire former le reste de mon équipe, est-ce que ça, c'est admissible? Bien, ça peut être admissible, oui. Il faut nous présenter quand même un plan de formation. Donc, avec un contenu qui est détaillé, une méthode pédagogique. Il faut qu'il soit quantifié aussi en heures. Hein. C'est pas viens à côté de moi, je vais te montrer comment faire. Donc, il faut vraiment avoir un outil élaboré. Puis le CV ben, du formateur va faire foi de ses compétences-là à donner la formation. Donc, à ce moment-là, ben, c'est le salaire du formateur qui va être remboursé. Donc, jusqu'à un maximum, là aussi, on s'harmonise avec nos critères là, de 25 $ de l'heure pour le formateur. Et, les employés. Oui. Et les collègues. Oui. J'ai une question. Vous avez parlé tantôt des travailleurs autonomes. Je ne sais plus laquelle d'entre vous avait parlé de ça. Puis, comment ça fonctionne justement quand on est travailleur autonome pour faire une demande dans ce sens-là, parce qu'on a effleuré le sujet, mais je voudrais qu'on rentre un peu plus. Je sais qu'il y en a parmi ceux qui nous suivent qui aimeraient savoir pour eux. Bien, en fait, les travailleurs autonomes, c'est les travailleurs autonomes qui ont des employés. Donc, au moins un employé. Comme l'objectif du PACME, c'est de maintenir le lien d'emploi. Donc, c'est des travailleurs autonomes avec employés là, qui sont admissibles au PACME. Évidemment, Emploi Québec, bien, mis à part le PACME, s'il y a des besoins pour des travailleurs autonomes, bien, c'est d'évaluer via nos autres mesures régulières, que ce soit la mesure de formation ou autre. Par contre, pour le volet promoteur collectif, là, les travailleurs autonomes sont admissibles, nonobstant là, qu'ils aient ou non là, des employés. Donc, c'est de voir des fois avec un regroupement d'entreprises, un comité sectoriel, si on fait partie d'un secteur là. Les gens vont jouer un rôle en ce sens-là, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais.
J'ai une petite question à Josiane ou à Luce, à savoir les CV. Tantôt, on parlait des CV des formateurs. Lorsqu'on va sur des sites de certaines formations en ligne de 3 heures ou de 7 heures, souvent c'est mince comme CV, puis en avoir plus, c'est pas évident. Est-ce que ça, c'est acceptable dans les situations actuelles? Un CV de 4 lignes ou de 2 paragraphes? En fait, je me lance. En fait, ça peut l'être. C'est toujours au bon jugement du conseiller qui analyse la demande. En général, là, quand c'est une école qui est assez reconnue, bien à ce moment-là, on le requiert pas absolument. Quand c'est au privé, on peut, ou un formateur ou une firme consultante qui agit de façon plus esselée, si je peux dire ça comme ça, bien à ce moment-là, on pourrait insister davantage. Fait que, ça peut varier, je dirais. OK. Oui, vas-y, Luce. Est-ce que je peux profiter de l'occasion parce que j'ai sur l'aglo les coordonnées de l'aglo, est-ce que c'est le bon moment? Oui. Pourquoi pas? Je voyais quelqu'un qui écrivait une adresse pour les collègues de l'aglo. C'est la bonne adresse si votre entreprise est sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. Et le numéro de téléphone pour les joindre, c'est le 450, bien sûr, 672 1335 et c'est le poste 270. Excellent. Il y a une question qui est passée que je trouvais aussi pertinente, à savoir, entre le moment où je choisis une formation qui est disponible en ligne et je choisis une date, le moment où vous l'acceptez, si celle-là, elle est complète, mais qu'il y a une autre date qui s'ouvre, est-ce que vous avez de la flexibilité de dire, j'ai choisi le 22 mai, c'est plus ouvert, mais le 15 juin vient de s'ouvrir pour la même formation. Est-ce qu'on peut déplacer la date à partir du moment où on a été accepté? Bien, je peux peut-être répondre. C'est que, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que le PACME, il faut que toutes les activités aient été complétées au plus tard le 30 septembre. Donc, si la date n'est pas plus loin que le 30 septembre, ben oui. Faut s'assurer, là, selon l'entente qu'on aura là, conclue avec le conseiller, que notre contrat est dans cet intervalle-là, sinon communiquer par courriel avec le conseiller là, pour l'informer de la situation. Mais si c'est la même formation qui avait été autorisée, donc oui. J'ai une question. Ça rentre, là, vraiment, là. Ah oui. D'entrée de jeu, je sais pas, hein, dans le fond, le PACME, tout le monde connaît ça. Non, ça pleut les questions. J'en ai une ici qui est entrée indépendamment, je crois. Christian Jobin demande une question pour une entreprise qui a plusieurs succursales en Montérégie, NEQ différents, même plan de formation. Est-ce que c'est possible d'être pris en charge par le même conseiller? En fait, ça peut, ça va dépendre parce qu'il faut savoir qu'on a des budgets locaux, évidemment. Donc, on peut regarder la possibilité. C'est pas toujours accepté selon les sommes. Quand c'est pas grand-chose, on va le prendre. Ça simplifie la vie pour tout le monde. Des fois, on va faire des ententes avec un autre conseiller, soit d'un autre centre local d'emploi, dire OK, toi, tu prends les honoraires, moi, je prends les. Tu sais, ça peut varier, je dirais. Fait que c'est difficile de répondre absolument. C'est sûr qu'on peut pas répondre ça, mais ça se pourrait. Il faut en discuter. Il faut voir là, ce qui est impliqué comme... je sais pas, Josiane, si tu as quelque chose à ajouter. Je voulais juste ajouter qu'il faut savoir aussi qu'il y a un cumul qui se fait selon le NEQ de l'entreprise et par établissement. Donc, une entreprise peut avoir un NEQ, mais 6 établissements. Donc, il y a un cumul qui se fait par établissement. Donc, selon l'ampleur du projet, des fois, ça peut être plus avantageux de le présenter dans chacun de ses centres locaux, de son centre local d'emploi ou pas. Là. Ça dépend toujours de l'ampleur là, du projet. Okay. On me demande ici si la rétroactivité qui est prévue au 15 mars dernier, est-ce que c'est valable aussi pour les nouvelles demandes ou si c'est seulement pour celles qui sont en cours? Puis que, mettons que l'approbation a été retardée à cause de la pandémie. Est-ce que ça s'applique, la rétroactivité, au 15 mars? Josiane? En fait,
En fait, on attend une approbation formelle des autorités. Pour vous dire la vraie affaire, aujourd'hui, le 29 avril, 11 heures quelques, on attend l'approbation. Ce qui a été annoncé par le ministre, c'était ça. Toutefois, là, on est tout à fait transparente dans la faisabilité. On tente en fait d'orienter vers ça aussi, mais ça devrait être ça. Mais on met un gros bémol. Je ne suis pas super confortable. Ça se traduit peut-être en ce moment. mais c'est ça, oui. Ça va être regardé, là, puis on attend vraiment une réponse formelle des autorités à ce propos. Pour les ententes qui étaient déjà en vigueur, ça, c'est réglé. Mais les nouvelles demandes, on tend à vouloir accepter, mais encore faut avoir le temps d'analyser la demande aussi. Là, c'est ça qu'on est en train d'ajuster. On peut aussi préciser là, que ça change, on a beaucoup d'éléments presque à chaque jour, alors on travaille fort pour s'adapter aussi, puis vraiment accueillir avec ouverture et favoriser en fait les demandes des employeurs et s'adapter à leurs besoins, enfin. J'ai une question ici. Vas-y, Julie. On essaye de tous jauger quand parler. Fait que je vais juste poser une question que je trouve intéressante de Michel Villemer qui dit: est-ce que les formations doivent se dérouler pendant les heures de travail obligatoirement? En fait, la réponse spontanée pour moi, ce serait il faut que le salarié, en fait, si on réclame du salaire, il faut qu'il soit rémunéré, quelles que soient les heures. Si ça fait partie, il faut que ce soit en respect avec la CNESST. Donc, on pourrait changer son horaire pour l'adapter à une formation qui se donne en soirée, dire tu vas faire du midi à 9 au lieu de faire du 8 à 6 ou 8 à... Donc, qu'importe, on peut adapter l'horaire de l'employé pour être à la formation. Je vais répondre par un exemple. On pense à la francisation, dont souvent les formations sont données le samedi matin parce que on peut pas arrêter la chaîne de production en pleine semaine. C'est quelque chose qui est accepté dans la mesure où, évidemment, les salariés c'est en respect là, des normes du travail. Les employés qui sont présentement, qui bénéficient du PCU, ils sont admissibles. Comment on gère ça, ceux qui sont sur le PCU, puis qu'on voudrait les embarquer sur une formation? Ben, en fait, ce que je pourrais dire, c'est certain que nous, comme la formation elle est rémunérée, il faut s'assurer que l'employé qui va suivre la formation reçoit son salaire. Là, c'est aussi à l'individu de vérifier ce qu'il a droit de recevoir comme salaire avec une autre aide gouvernementale. Je sais qu'il y a un revenu là, qui est prévu sans affecter là, la PCU. Donc, c'est de faire des vérifications. Mais nous, c'est certain que pour rembourser une formation, on va s'assurer aussi que cette formation-là a été payée pour la même période qu'a eu lieu la formation. Excellent. Il y a, mon Dieu, il y a tellement de questions. Si je suis incorporée seule dans mon entreprise, suis-je admissible en tant qu'employé de ma compagnie? Je me paie avec des avances à l'actionnaire pour totaliser mon salaire seulement lors de la déclaration d'impôt de la compagnie. Qu'est-ce que vous avez à répondre? En fait, Josiane l'évoquait tout à l'heure, travailleur autonome, on va le regarder dans nos mesures habituelles. Mais pour être admissible au PACME volet entreprise, il faut avoir des salariés. Voilà. Okay. Autre que soi-même. Autre que soi-même. Marcel, est-ce que tu veux poser une question? Oui, moi aussi, j'étais en train... je veux juste confirmer, parce qu'il y a une question aussi à savoir que si... est-ce qu'on doit attendre l'approbation d'une demande de formation pour l'effectuer, puis ensuite être admissible au PACME, ou on peut commencer la formation, l'effectuer, puis présenter une demande une fois que le tout est complété? Il faut vraiment attendre le go avant de le faire. Alors, c'était une question de Jean-François Bernier. Si je peux rajouter juste par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, dans le fond, assurément un avis verbal. Tantôt, je vous disais qu'on attendait une réponse des autorités. Là, ce qui n'est pas clair, c'est quand même je dis oui à l'entreprise, il faut quand même que je rédige l'entente et
Bon, avec le volume que nous avons actuellement, c'est là où il y a un délai. Alors, à tout le moins, un avis verbal, sinon écrit. Assurément qu'il faut parler au conseiller d'abord. D'accord. J'ai une question ici qui est plus en lien, ce que je comprends, plus en lien avec le volet promoteur collectif, mais j'ai quand même, c'est une personne qui est travailleur autonome, qui est sans employé, elle veut s'inscrire à une formation pour offrir ses services en ligne parce que c'est vital, tout est bloqué dans le présentiel. Combien de temps on peut avoir une réponse si on est accepté? Je ne suis pas sûr de comprendre si M. Terrien peut m'envoyer une précision, mais s'inscrire à une formation d'un promoteur collectif, un individu ne peut pas devenir promoteur collectif. C'est un organisme, entre autres les chambres de commerce, mais un individu ne peut pas, pour commencer à offrir ses formations, devenir un promoteur collectif. Entendez-vous la mouche voler? En fait, pour ma part, là, puis encore une fois, je suis dans la transparence. C'est sûr, c'est nos collègues au FDR CMO là, qui gèrent le volet promoteur collectif. Fait que, tu sais, moi, j'ai une zone un petit peu moins confortable parce que ça fait moins partie de notre métier. Si je réfléchis avec vous, assurément, là, ça pourrait pas être le cas. Pour s'inscrire, par contre, vous avez peut-être vu, là, Josiane tantôt parlait du Québec.ca. Il y a vraiment une marche à suivre qui est claire pour s'inscrire auprès des promoteurs collectifs. Et il y a une adresse courriel vraiment qui est nommée, je ne sais pas si ça vous intéresse maintenant, ou on réfère tout simplement au PACME sur le Québec.ca. Parce qu'il y a vraiment des règles autour de comment on peut être considéré comme étant un promoteur collectif. Puis je pense que c'est assez bien identifié quand même sur le site, en effet. Donc, c'est une bonne question intéressante. Ouais. Et j'en ai une autre que je viens de voir passer que je trouve très pertinente. Les déboursés, l'entrepreneur, le gestionnaire paye la formation à son employé, à ses employés. On peut s'attendre à quoi comme calendrier de déboursement de la part du programme? Bien, c'est sûr que nous, on paie une fois, bien, s'il y a plusieurs activités, une fois du moins une activité de réaliser, compléter. Donc, à ce moment-là, ben là, ça va dépendre du volume. C'est bien difficile là, pour nous de répondre à ça, mais c'est certain qu'on n'est pas en avance de versement. On est vraiment là une fois l'activité complétée avec formulaire de demande, talon de paye pour confirmer le salaire, puis bon, on demande aussi une confirmation d'inscription, une attestation de formation là, pour attester là, que la formation a bien été suivie. Donc, si c'est plusieurs formations qui sont cumulées dans une entente, bien, au fur et à mesure qu'une formation est complétée, une entreprise pourra nous présenter là, une demande. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si Luce a quelque chose à ajouter, mais... Oui. C'est sûr qu'idéalement, on aimerait favoriser aussi les déboursés du côté d'Emploi Québec. Donc, c'est une bonne stratégie là, de faire soit une demande mensuelle ou aux 2 mois tout au plus ou à la fin d'une activité pour justement là, mieux gérer ce flux financier. D'autant plus que s'il y a des désengagements, bien, ça nous permet aussi d'en retourner dans l'enveloppe à ce moment-là. Là, si on désengage les salaires, là, parce qu'il y a 75% qui étaient subventionnés par le fédéral, là, donc on retourne des sous dans l'enveloppe en même temps. Là. Il y a plusieurs, ça revient tout le temps à la distinction entre promoteur collectif, il y a plusieurs questions là-dessus, versus déposer une demande. Comme Dominique, tout à l'heure, la question qu'elle posait, c'était non, je ne veux pas devenir promoteur collectif, je veux savoir à qui et comment procéder. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il va exister une liste des promoteurs collectifs? Ça, je ne sais pas. On est en attente nous-mêmes en tant que chambre de commerce à savoir si nos projets vont être acceptés ou non. Fait que je ne saurais pas, moi, quoi lui répondre. Effectivement, probablement que vous non plus. On a, Josiane, est-ce que tu avais un élan? Bien, en fait, je dirais qu'on a fait la demande, nous aussi, pour avoir la liste des projets collectifs qui ont été acceptés. Ce que je peux dire, c'est que présentement, on ne l'a pas.
Mais c'est une demande qui a été faite, oui, aussi pour pouvoir référer, aiguiller des entreprises là, vers des projets qui pourraient être intéressants là, pour elles. Excellent. Puis il y a Roland Godette aussi qui pose la question, est-ce qu'un OBNL peut être considéré comme promoteur collectif? Mais il dit que, désolé, il vient juste de... Si cette question a eu réponse, j'ai pas pu être présent avant, donc on le référerait encore une fois au site de québec.ca pour obtenir plus d'informations. Oui, puis il y a vraiment une adresse courriel où les gens peuvent s'adresser, là, qui est très clairement identifiée. On pourra aller la mettre peut-être dans les commentaires. Oui. Et j'ai une question justement là-dessus par rapport à la mettre dans les commentaires, parce que le temps file quand même à une vitesse fulgurante, ça continue de rentrer. Il est possible qu'il y ait des questions auxquelles on n'a pas, qu'on vous a pas posées parce que ça bouge rapidement. J'imagine que vous allez pouvoir regarder les questions et peut-être y répondre, ou on pourra vous les acheminer. Vous pourrez y répondre aussi pour que ces questions-là, qui sont toutes pertinentes, puissent trouver réponse. Mais ça serait bien d'y répondre dans les commentaires parce que ça va permettre aux autres peut-être aussi d'en bénéficier. Moi, et vous, comme conseillère, dans votre quotidien, c'est quoi les questions les plus fréquentes qui vous sont posées qu'on n'aurait peut-être pas couvert à ce moment-ci pour peut-être éviter que vous répondiez 100 autres fois la même question si on peut présentement, y en a-tu qui ressortent? Ben là, ce qui me vient à l'esprit, en fait, c'est les éléments sur la formation à l'interne qui est souvent questionné. À ce propos, bien, on réfère toujours les entreprises ou on les guide là, vers notre demande de subvention dans laquelle figurent tous les éléments qui sont attendus. Donc, que ce soit une firme externe ou la formation à l'interne, on va dire, ben, écoutez, ça nous prend les points numéro à numéro, donc les objectifs, etc., etc. Donc, ça permet aux gens qui sont pas familiers, hein, tantôt Marcel, là, tu disais ça, puis c'est tellement vrai, on le voit bien, donc ça peut les guider là, sur les éléments à fournir. Alors ça, c'est un élément qui, moi, m'est souvent posé là, sur la formation à l'interne, mais Josiane, peut-être as-tu... Bien, formation à l'interne, oui, effectivement, on réfère à notre formulaire qui est bien détaillé, là, puis qui est facile à comprendre. Un autre élément. Une question? Moi juste. Ben, je viens d'en voir passer une, puis ça fait plus d'une fois, je pense bien, on parle de l'agrément hein, des formateurs, est-ce qu'ils doivent absolument être agrémentés, enfin. La réponse est non, parce que même quand c'est le cas, on dit toujours aux gens, ben ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont leur numéro d'agrément, que ce sont d'excellents formateurs. On dit, ça certifie en fait qu'ils ont l'expérience relative au secteur là, enseigné. Donc voilà, la réponse à ça est non. L'avantage de faire affaire avec quelqu'un qui a un numéro d'agrément, c'est pour le 1%, là, la loi du 1%, mais sinon, à l'interne, avec les éléments attendus, ça va. Il y a une question que je vois, peut-être tu veux la poser, Marcel? Non, vas-y, Julie. Je pense qu'on va une autre question de Christian Jobin. Donc, on parle du salaire. À 58 700 de 75 quand un employé gagne plus de 25 de l'heure en cumulatif, peut-il dépasser le montant total ou c'est considéré comme limité à 58 700 salaire annuel? En fait, nous, on s'arrête aux 25 l'heure, cumulatif, cumulé du fédéral et du provincial. Et ça aussi, c'est une particularité du PACME parce que ceux qui connaissent Emploi Québec, on sait qu'habituellement, nous, on s'arrête à 20 l'heure. Là, on a tiré un petit peu jusqu'à 25. En début de notre entrevue, on a parlé des délais un petit peu de 48-72 heures avant d'avoir un retour. Quelqu'un qui dirait, moi, je veux que mes employés participent à une formation qui a lieu fin de la semaine prochaine, par exemple, est-ce que c'est trop optimiste de dire, ben OK, je les inscris pour jeudi, le 8 mai ou le 7 mai. Présentement, dans l'état actuel des choses, il y a une formation, une demi-journée, puis je veux les inscrire là. Est-ce que c'est trop optimiste?
Bonne question. Je me la posais moi-même. Ben, en fait, nous, cette semaine, on a dû ajuster nos délais, puis on a une réponse automatique aussi avec nos boîtes courriels. On est à un délai de 15 jours de délai de traitement. C'est certain que si on peut le faire plus rapidement, ben on est toutes conscientes que c'est ça l'idéal. On va le faire, mais là, on a dû s'ajuster pour pas créer non plus des attentes. On est vraiment à un délai de 15 jours. Fait qu'on est mieux de prévoir des formations qui auraient lieu, par exemple, pas avant le 15 mai ou 20 mai, parce que sinon, on risque de pas... Ou au moins que ces formations-là peuvent se répéter, comme on l'a mentionné plus tôt. Il y a d'autres... Puis, ça revient un petit peu à la question précédente. On se disait, ben, tu sais, l'idée, peut-être aussi, si vous le mentionnez, là, vous attirez l'attention dans le courriel de transmission. Et puis, vous pouvez parler au conseiller. À ce moment-là, vous pouvez, tu sais, ça se jauge ou, enfin, on est capable, en mesure, en tout cas, d'y accorder une attention, puis là, de se gérer en conséquence. Là. On regarde ça ensemble. Mais bon. Et c'est peut-être aussi important, là, présentement, on met tout le focus sur le PACME. Est-ce que vos autres programmes habituels, est-ce qu'ils continuent à tenir la route? Est-ce que vous continuez à les traiter aussi parallèlement? Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que le CLE offre aussi comme d'autres programmes en parallèle? Ben, si je peux commencer, c'est certain que toutes nos autres mesures, elles sont encore là. Des fois, il y a des projets de formation qui sont présentés, qui sont de longue haleine, qui peuvent se planifier sur une année. Ça peut pas rentrer dans le PACME. Par contre, ben nous, Emploi Québec, on est encore là pour faire l'analyse de ces demandes-là. Puis on peut diriger aussi s'il y a des projets qui ne cadrent pas dans le PACME, on va diriger très certainement les entreprises, là, si on peut, là, vers nos autres mesures. Donc, oui, tout ça continue, là, très certainement. Je ne sais pas si Luce, tu avais quelque chose à ajouter. Bien, je pense notamment à l'implantation d'un service en ressources humaines qui est exclu du PACME, mais qui continue, là, oui, ça c'est du courant. Toutes nos autres mesures sont toujours en vigueur. Le PACME est un ajout. Est-ce que, en ce sens-là, pour faire du pouce sur la question de Marcel, est-ce qu'on peut convertir d'une certaine façon une entente de formation une formation qu'on suivait pour y ajouter un volet coaching, diagnostic pour venir bonifier, parce que je pense entre autres à une formation fort intéressante que je suis présentement avec l'aide justement d'Emploi Québec et tout ça. Et c'est ça traite du 4.0, donc elle est vraiment parfaite dans le contexte actuel, mais de venir la bonifier en ajoutant du coaching, en ajoutant peut-être quelque chose qui est adapté, c'est possible de faire ça? Je ne sais pas si c'était clair ma question. Non. Ça peut être possible. Il y a une petite gymnastique administrative là, qu'on voudrait vous épargner, mais retenons qu'il y a deux mesures principales et faut réaménager l'entente. Mais chose certaine. Pardon? Il y a de l'ouverture à réaménager des ententes existantes. Ça dépend à quel moment elles ont commencé. Oui. C'est ça. Donc, ce qui est avant le 15 mars, c'est une chose. Quand les activités ont commencé avant le 15 mars, c'en est une autre quand ce n'est pas le cas. Voilà. Ou ce qui n'est pas exclu non plus, c'est qu'une entreprise a déjà une entente avec nous depuis le mois de janvier. Cette entente-là se poursuit ou a été légèrement suspendue en raison de la situation. Puis il y a des besoins qui sont vraiment en lien avec la situation de pandémie, puis qu'elle nous propose une offre de service. Bien, on va l'analyser, cette offre de service-là, dans le cadre du PACME, là, même si elle a déjà une mesure. C'est parfait, ça répond à la question posée. Et j'ai une question de Salif. Vous aviez rajouté quelque chose de Salif Kinou, à savoir, est-ce que les entreprises para-étatiques, Hydro-Québec, les hôpitaux, c'est étatique, est-ce qu'ils sont admissibles aussi au PACME, ces entreprises-là? Les sociétés de la couronne, si on veut. Non. OK, c'est bon.
Moi, j'ajouterais peut-être un élément, tu sais, tantôt quand vous dites quelles sont les questions fréquemment posées, il y en a une là qui est très fréquente aussi, c'est est-ce que je dois vous envoyer tous mes projets d'un coup ou au fur et à mesure? Alors, on aime, comme là, il y a un long délai, ça peut varier d'un conseiller à l'autre la réponse, mais enfin, la tendance actuelle, c'est envoyez-nous ce que vous avez. De toute façon, le temps que j'arrive à votre demande, il va y avoir un délai. Mais quoi qu'il en soit, quand on émet une entente, il n'est vraiment pas exclu de l'enrichir à nouveau par la suite. Okay. Alors, un peu toutes les réponses sont bonnes. C'est sûr qu'on aime avoir le plan global parce que pour une question administrative, là, ça peut être facilitant pour quel type de demande ou pas, mais c'est ça. Donc, toutes les façons se peuvent. Donc, il est préférable de, même si mon dossier n'est pas parfait, je n'ai pas tout réuni mes formations, je suis préférable de l'envoyer puis de rajouter par la suite plutôt que d'attendre puis de manquer complètement le bateau. Oui, vas-y, Josiane. En fait, oui, là, c'est certain que si on a une vue d'ensemble, on peut en faire part aussi dans le courriel pour aussi nous aiguiller à savoir s'il y a d'autres activités qui peuvent s'en venir pour qu'on comprenne l'ensemble des besoins. Mais s'il y a des dates, là, puis il y a des formations qui commencent plus rapidement, oui, on pourrait là, déjà commencer à travailler le dossier, là, puis quitte à l'enrichir, comme Luce a mentionné là, plus tard. Formidable. Alors, ce que je peux voir, si on conclut. On a perdu Marcel. Et la conclusion. On va essayer de rattraper Marcel, sinon, oh mon Dieu, mesdames, ça a été vraiment une super belle rencontre. Clairement, ça répondait à un besoin. Je vous remercie pour votre transparence aussi. Ça a été souligné. Je vais citer d'ailleurs Sylvain Lapointe qui écrit « Merci mesdames et à nos deux chambres de commerce pour cette séance d'information. Bravo à Emploi Québec. Jusqu'à maintenant, pour notre part, nous avons eu des réponses avec beaucoup de diligence. Merci. » Que les gens apprécient, puis on sait tous dans quel contexte présentement vous travaillez chez Service Québec et pour notre part aussi, on essaie le plus possible d'être agile dans tout ça. Donc, je suis désolée, je suis déçue que Marcel, la technique, oui, de retour. Marcel, tu es de retour. Pour le mot de la fin. Et là. Là, on est pas dû. Écoutez, comme je disais tout à l'heure, les questions vont demeurer. On nous demande est-ce que la vidéo va être encore accessible par la suite? Oui, c'est accessible. Ce direct va être disponible sur nos pages Facebook respectives, aux deux chambres de commerce. On comprend aussi que l'information que vous nous avez donnée, vous avez parlé également pour Service Québec un peu partout à travers le Québec. Je sais que la Chambre de commerce de Saint-Bruno, il touche à plusieurs bureaux de Service Québec. Donc, on a donné l'information sur comment rejoindre également ce bureau-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pourriez nous communiquer en toute fin? Peut-être l'adresse courriel pour les promoteurs collectifs qui a semblé susciter quand même beaucoup d'intérêt. C'est le pacme.partenaire au pluriel @mtess.gouv.qc.ca. On va l'inscrire ça aussi pour faciliter la recherche. Donc, merci. Et la technologie, c'est ça. Merci, Julie, d'avoir pris le relais. Moi aussi, je veux remercier les gens, Luce, Josiane, Julie comme complices, puis tous les gens qui étaient fidèles à voir cette rencontre-là. Restez des nôtres parce qu'on essaye à créer les deux chambres, respectivement de notre côté ou ensemble, d'autres événements qui peuvent vous servir dans cette période qui est demandante. Alors, bon courage à tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci à vous, mesdames. Bonne fin de journée. Oui, merci. Merci. Merci.